On a inondé le web à un moment où toutes les autres associations, elles n'étaient pas là-dessus. C'était il y a longtemps, je suis déjà vieux. T'as quel âge, Mehdi ? Là-dessus. J'ai 37 ans. T'es un vieux jeune, alors. En tout cas, c'était les débuts vraiment du référencement sur Google. Et là, on est en quelle année quand tu crées ça ? On est en 2008. D'accord. C'est Vitacolo. Hein. Vitacolo, c'est ça. Et donc en fait, ça marche bien. Et puis, à un moment, je sais plus, on devait faire 300 000 euros de chiffre d'affaires à peu près. Je rencontre des gens qui sont des accompagnateurs d'entrepreneurs et qui me disent, en fait, est-ce que vous avez besoin d'être accompagné pour votre entreprise ? Et je ne comprenais pas ce que le mec me disait parce que pour moi, j'avais pas créé une entreprise. Alors déjà parce que c'était une association, mais en fait ça fonctionnait comme une boîte parce qu'il n'y avait pas de subvention, donc en fait on faisait du chiffre d'affaires, voilà. Et je ne connaissais pas par exemple le mot business plan. Je ne connaissais pas l'existence des experts comptables par exemple. C'était vraiment, voilà, j'avais pas décidé de créer une boîte. Simplement de fait j'avais une boîte. Par contre l'été, dès l'année d'après là, on était quand même à 200 CDD l'été, avec 4 régimes sociaux différents, parce qu'il y a les animateurs, les directeurs, les cuisiniers, le personnel d'entretien. Et nous, on loue les centres et après, on envoie tout le monde sur place. Le directeur, il organise le fonctionnement. Enfin, voilà. Et donc, en fait, on était des artisans, mais de tout. C'est-à-dire que, par exemple, je pense qu'il y a 2 exemples qui montrent bien ce que c'est. Il y en a un, c'est que tous ces gens-là, on faisait leur fiche de paye nous-mêmes. Mais comme c'était beaucoup trop compliqué de faire 200 fiches de paye à la fin de l'été pour pouvoir payer les gens dans les délais, sans logiciel, sans rien, hein, vraiment, moi j'ai pris les textes, en bon jury j'ai pris les textes, machin, donc je savais pour l'URSSAF, je savais pour tous les organismes, quels étaient les taux pour les différentes personnes, machin. Et donc on a créé un site sur lequel les directeurs recrutaient leurs animateurs, et donc on avait détourné un logiciel e-commerce, et donc en gros les directeurs mettaient leurs animateurs au panier. Et donc ça créait des paniers. Et donc après on exportait un fichier Excel monstrueux. Et à partir de ce fichier Excel, on faisait un public postage et poum, ça sortait les 200 fiches de paye. Et quand l'URSSAF est venu nous voir, ils nous ont pas redressé. On était exact sur des années, quoi. Donc ça c'est vraiment quand les experts comptables qu'on a ensuite rencontrés ont vu ça, ils ont complètement halluciné. Ils ont dit vous êtes des grands malades parce que ça n'a aucune forme de rationalité de faire ça. C'est juste l'ignorance. Mais le pouvoir de l'ignorance est incroyable. En fait, c'est quand tu ne sais pas la difficulté de ce que tu es en train de faire, en fait, du coup, tu peux faire à peu près n'importe quoi. Donc ça, c'était un truc. Et après, le deuxième truc qui était marrant, c'est que c'est très dur de trouver des cuisiniers en fait pour l'été. On en avait trouvé un et en fait, on s'est rendu compte qu'il était alcoolique. Donc on l'a viré. Sauf que du coup, au bout de la première journée, t'as plus de cuisiniers, puis t'as 200, enfin t'as pas 200, t'as 150 gamins. Plus le personnel. Voilà. Ouais. Donc c'est mon pote d'enfance François qui était président de l'association et moi qui avons fait la cuisine pendant 2 semaines pour 150 gamins. Et donc là c'est pareil, tu vois, tu te retrouves dans une cuisine d'un lycée agricole qui est faite pour sortir 500 plats avec que des ustensiles, tu vois, tu sais même pas ce que c'est, des fours gigantesques et tout. Et il faut faire des commandes, enfin tu vois, et en fait t'apprends sur le tas à faire le truc et en fait tu te rends compte que tu y arrives. Et que tu te marres en fait, tu vois. Et c'est pareil, l'ignorance. On a fait des plats beaucoup trop compliqués en fait. Parce que tu vois, moi j'aime bien cuisiner, donc on s'est lancé dans des trucs, des poulets au miel, au curry, enfin on faisait des trucs de malade. Dernière journée, il y a les soirées parentes avec 250 personnes. On a sorti pour 250 personnes un plat de ouf quoi. Et des gens hallucinent forcément, tu vois, ça crée un truc unique. Personne fait ça en fait en colo. Tu vois, ça n'arrive jamais un truc comme ça. Mais voilà, et on avait décidé que nous, ce serait un animateur pour 5 enfants au lieu de 12 enfants. Donc on avait un niveau de qualité extraordinaire. Enfin voilà, bref. Donc finalement, l'entrepreneuriat, on y arrive pour régler un problème social en l'occurrence. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on a réussi cette boîte-là, c'est qu'en fait, un des facteurs majeurs que je vois maintenant dans l'entrepreneuriat, c'est quand on crée sa boîte parce qu'on a envie de créer sa boîte et parce qu'on a envie d'apporter une solution et on a envie de se faire plaisir. Sauf qu'en fait, plein de solutions ne correspondent à aucun problème en face. Et donc, en général, les boîtes, les startups qui marchent pas, c'est souvent à cause de ça. Alors, ça, c'était mon début, mon entrée, les 5 premières années d'entrepreneuriat. Quoi. Et là, comment tu sensibilisais ces personnes que tu recrutais qui, j'imagine, avaient l'habitude de travailler dans des colos qui faisaient pas du tout attention au handicap. Ouais. Comment est-ce que tu reliais ton sujet du handicap avec tout le personnel qui était employé?
Alors les animateurs référents, eux, on les formait quand même en amont. C'était pas une très longue formation. Hein. En fait, on faisait venir tous les animateurs sur 2 jours. Pas que pour les enfants en situation de handicap. Pour tout le monde, il y avait un week-end, tout le monde venait à Lyon et on formait tout le monde d'un coup à plein de sujets. Par exemple, le convoyage, tu vois, quand tu as 40 gamins à convoyer depuis Gare Pardieu ou pire, tous les départs à Paris, voilà, faut être méthodique, quoi, tu vois. Donc on formait. Faut pas en perdre sur la route. Faut pas en perdre, voilà. La fameuse règle des 10%, non? Voilà, le mythe de la règle des 7% de perte. J'ai rencontré un animateur qui croyait que c'était vrai. Hein. Donc, des fois, il y avait un texte qui disait que, tu vois, on pouvait perdre 7% des enfants sur un séjour. Au-delà, par contre, c'est pas bien. Tu vois. Mais... Bref, donc voilà, on les formait. Et après, la réalité, c'est que t'as pas besoin de formation, je veux dire, à part des cas très très spécifiques, mais un enfant qui est, je sais pas, aveugle, par exemple, il sait très bien se gérer, en fait, tu vois. Il va te dire quand est-ce qu'il a besoin d'aide. Un enfant qui est en fauteuil roulant, quand il y a des marches, tu portes le fauteuil roulant, en fait, tu vois. C'est pas des trucs très compliqués à faire. Et les enfants eux-mêmes intègrent super bien le handicap. Oui. Non, il y a une gamine en fauteuil roulant qui ne pouvait pas parler et qui parlait en bougeant un doigt et qui a fait plusieurs séjours avec nous et qui a clairement dit que ça lui avait sauvé la vie, en fait. C'était un des moments... voilà. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on était dans un espace dans lequel c'était juste acté comme étant normal. Donc, une fois que tu as enlevé le côté stressant, etc., mais les organismes eux-mêmes se stressent pour rien. Tu vois. Quand tu vois le nombre d'organismes qui pas que de colos d'ailleurs, disent non, on ne peut pas parce qu'on n'est pas organisé, on n'est pas aux normes, on n'est pas... Bullshit. Il suffit de vouloir pour pouvoir faire. Dans la plupart des cas, il y a quelques exceptions où tu peux avoir des trucs très très médicalisés, etc., où là vraiment ça peut être très lourd. Mais franchement, pour la plupart des handicaps, nous on avait aussi des enfants, par exemple les enfants trisomiques, pas d'animateur référent. En fait, un enfant trisomique, à moins qu'il soit très jeune, il n'y a pas besoin d'animateur référent. En fait, il s'intègre naturellement dans le truc. Quoi. Et, donc là, tu fais ça pendant 5 ans, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'occupe toute l'année ? Ah oui, c'est vraiment... En fait, pour arriver à faire partir l'été, le dernier été, quand je suis parti, on faisait 2500 séjours l'été, 2500 semaines. Donc, pour arriver à faire tes 2500 semaines, tu t'es occupé toute l'année. Parce que, en fait, tu vois, rien que le matériel. Sur chaque séjour, tu as un matériel spécifique pour faire des films, pour faire du rock. Enfin, tu vois, on va faire 5 groupes de rock différents, tu vois. Bah, tout ce matériel, en fait, juste sa gestion annuelle pour arriver à le rapatrier, à vérifier ce qui manque, racheter des trucs, etc., les inventorier. Tu as tout ce qui est communication, ton back-office pour gérer de l'organisation de tes séjours, envoyer les lettres aux parents pour leur dire c'est tel jour, telle heure. Tiens, d'ailleurs, sur les lettres, il nous est arrivé un truc... on est passé à 2 doigts d'une cata avec ça. C'est que, en fait, il y a eu un organisme qui a eu des enfants qui sont morts sur un séjour. C'était très, 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 très rare. Hein. Ça arrive, c'est vraiment très rare. C'est très bien sécurisé, les séjours, en fait. Mais là, c'était un accident de voiture. Et la famille d'une des 2 gamines qui est décédée était très, très fâchée contre l'organisme. Et un élément qui avait fait déborder le vase, c'est que à la fin de la colo, ils ont reçu le courrier de demande de satisfaction, en fait, tu sais, qui est envoyé automatiquement, parce que ils n'ont pas pensé à ça, tu vois, en fait, ce qui me choque pas en soi, mais eux, ça les a, enfin, ils en ont pas, enfin, tu vois, ça a été quelque chose qui était assez bouleversant. Et nous, on a un enfant qui est mort juste avant de partir sur un séjour, un jeune qui a eu une crise d'asthme, quelque chose comme ça. Et le fait d'avoir connu cette histoire fait que j'ai eu la présence d'esprit de le retirer du back-office pour pas qu'il reçoive tu vois, le courrier automatique. Tu vois. Mais ça tu vois, c'est les charges émotionnelles qu'il y a en colo, la responsabilité que tu as, parce que si c'était arrivé, tu vois, cette crise d'asthme sur un de nos séjours, tu peux être sûr qu'on était sur TF1 le lendemain, tu vois. C'était évident. C'est arrivé plusieurs fois hein, que des accidents qui en fait n'étaient pas liés à l'organisation, bah, ça te flingue ton organisme, en fait. Et ça se comprend en fait, en vrai, tu sais, c'est tellement émotionnel les charges avec les enfants. Donc, tu vois, c'était un peu un métier stressant. Et en fait, finalement, c'était peut-être le métier que j'ai fait le plus stressant en fait. Après, je suis parti sur des trucs moins stressants que ça quand même.